coordonnées dans une base, puisque c'est ce qu'on utilise là depuis quelques jours quand on travaille sur les applications linéaires. Alors, je vous rappelle, dans KN, la base la plus fréquente d'utilisation, donc la base canonique. Canonique, pourquoi? Parce que un vecteur x1, xn, quand je le décompose dans cette base avec des 1 et des 0, en fait, les coefficients du vecteur, ce sont ses coordonnées. C'est la même chose. Donc, il y a, ça se recolle. L'écriture du vecteur dans la base canonique et le vecteur lui-même, c'est la même chose. On avait vu ça aussi dans R3, là, c'était plus simple, sur un cas particulier. On avait appelé IJK la base canonique. En fait, c'est la même chose, 1, 0, 0, 0, 1, etc. Et ça, c'est la base canonique. Pourquoi? Parce que l'écriture d'un vecteur canonique, ça veut dire que la décomposition, elle est naturelle. Donc, j'écris le vecteur x, y, z. Si je veux le décomposer en fonction de ces trois vecteurs IJK, ben ici, il faut que je multiplie par x, ici par y, et là par z. Donc, quand j'ajoute le tout ensuite, je récupère bien xi plus yj plus zk égale le vecteur x, y, z. Ça veut dire que la décomposition du vecteur se fait en fonction du vecteur lui-même. Donc, les coordonnées x, y, z, c'est le vecteur. Donc ça, c'est le cas de la base canonique, c'est pas le cas de toutes les bases. Donc, on revient à l'écriture générale coordonnée dans une base. On prend un vecteur u, il se décompose en fonction des vecteurs de la base, qu'on appelle u1un ou e1en ou epsilon1 epsilon suivant les exemples. Et la décomposition, ça nous donne les coordonnées. On avait vu un exemple, je reviens là-dessus, j'insiste lourdement. On avait vu un exemple, est-ce que je l'ai là? Ici. On avait pris trois vecteurs et on avait montré que c'était une base de R3. Et vous voyez que c'est pas du tout la base canonique. Et quand on prenait un vecteur quelconque, x, y, z, quand on le décomposait dans cette base U1, U2, U3 avec des lambda, ces lambda, c'était les coordonnées. Donc, les coordonnées du vecteur U, x, y, z dans la base B, c'était les lambda. Si je veux travailler dans la base canonique, à ce moment-là, c'est x, y, z, ces coordonnées, c'est plus simple. Donc voilà ce qu'on avait vu sur les coordonnées. Je pense que ça, c'est important. Je voulais faire un petit rappel là-dessus parce que j'espère que ça va éclairer tout le reste. Et s'il y a des soucis, je passerai au tableau pour vous expliquer. Alors, tout le reste, je voulais revenir à quoi? Au cours. Parce que, voilà, une première question qui m'a été posée hier, donc à la suite du cours, c'était, pas sur celle-ci, sur la précédente, voilà. Quand on dit qu'une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs de base. Et j'avais écrit plus précisément. Et donc, c'est Margot qui me disait, oui, mais plus précisément, c'est quoi qui est précisé en fait? Quelle est la précision? C'est que là, ici, c'est juste une phrase en français. J'explique pas comment elle est entièrement déterminée par les images des vecteurs de base. Et dans le plus précisément, j'explique comment ça se passe. C'est-à-dire, quand je connais une base, quand je connais les images des vecteurs de base, je suis capable de calculer, donc connaissant les images des vecteurs de base, on peut calculer l'image de n'importe quel vecteur. Donc ça, c'est le fait que l'application soit entièrement déterminée. Et le plus précisément, c'est comment je calcule f de u, tout simplement en développant, donc je l'écris en fonction des vecteurs de base, je développe et je vois apparaître ces fameuses images des vecteurs de base. Donc ça, c'était la question de Margot. J'espère que ça répond un petit peu. C'était ça le plus précisément. La précision, elle est là. C'est comment ça détermine f de u. Ensuite, donc je reviens, c'est un petit peu répétitif, je suis en train de reprendre ici. Quelqu'un m'a demandé de revenir sur la somme, je crois, là. Je sais pas, enfin il y avait une histoire de somme et je sais plus. C'était quoi les questions? Dans la somme de la page 10. Donc ça, on reviendra sur la somme de la page 10, effectivement, après. Et puis, la composition. Voilà.
Donc, j'essaie de revenir à toutes mes questions. Donc, l'histoire de la pardon, matrice, donc d'une application linéaire dans une base, une fois qu'on connaît les, les images F2E1, F2P, je les développe dans la base canonique, dans la base de l'ensemble d'arrivée, et ça me permettait d'écrire donc la matrice. Je vais revenir sur les exemples que je vous avais laissés à travailler pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez essayé, si vous avez trouvé quelque chose. On va revenir à ça. Ils sont rangés ici. Voilà. Donc, je vous avais laissé cet exemple-là. On a une application. Donc là, elle est définie de R3 dans R2, X, Y, Z, et on donne les images. Donc, on a bien deux éléments dans l'ensemble d'arrivée. C'est donc, on est bien dans R2. Première question, justifier qu'elle est linéaire et donner la base canonique. Et ensuite, donner les images des vecteurs, justement, de la base canonique. Ça réutilise aussi, je pourrais ressortir ça. La fiche bilan. Voilà. Quand on avait vu cette fiche hier, à partir de l'expression analytique, on nous demande de déterminer la matrice A. Voilà ce qu'on doit faire ici. Alors, déjà, le petit blabla, c'est justifier que c'est linéaire. Pour justifier que c'est linéaire, on dit qu'on reconnaît la forme générale d'une application linéaire qui consiste à prendre les composantes du vecteur x, y, z, je multiplie par des nombres et j'ajoute. Donc ça, c'est la forme générale d'une application linéaire. Et pour trouver la matrice, voilà la technique. Pour trouver la matrice ici, si je reprends le schéma général, en multipliant par la colonne des coordonnées, x, y, z ici, puisque je travaille dans la base canonique, je dois récupérer les coordonnées du vecteur image en multipliant par la matrice A. Donc c'est ici que je vais trouver la matrice de l'application linéaire. Donc je prends les coordonnées dans la base canonique, x, y, z, puisqu'on nous demande la matrice canoniquement associée. Je prends les coordonnées du vecteur image, donc je les écris ici en colonne, et je sais que ce que je dois obtenir ici, la matrice que je vais obtenir ici, ça va être la matrice de l'application linéaire. Alors, comment je complète? Pour avoir 3x plus z, je suis obligé de mettre un 3, un 0 et un 1. Parce que je vais avoir ici 3x, 0y et un z. Donc, ça me donne la première ligne de la matrice. Ça veut dire que quand quand l'application est donnée sous forme analytique, ici, hein, f de x, y, z, donc l'expression analytique de l'application linéaire, pour trouver la matrice, on va la remplir ligne par ligne. La première ligne, elle est donnée par la première composante de l'image. La deuxième ligne, je vais l'obtenir ici en disant pour avoir x moins 2y, il faut que je mette 1, moins 2 et 0. Parce que ça me permet de calculer une fois x, moins 2y, 0z. Donc là, j'obtiens la deuxième composante de mon vecteur image. Et ça y est, j'ai construit la matrice A, qui est donc la matrice de l'application linéaire canoniquement associée. Le canoniquement, il vient d'où? Parce que j'ai écrit que le vecteur x, y, z et ses coordonnées, c'était la même chose. Si c'est la même chose, ça veut dire que je travaille dans la base canonique. Ce qui est le plus naturel quand on a une fonction qui est donnée sous cette forme-là. Donc là, c'est bon, on a répondu à la première question. Madame, moi j'ai une question pour la question 1. Quand il fallait justifier que f est linéaire, en fait, j'ai refait tout le calcul en posant u égale x, y, z et v égale x', y', z' pour retomber sur... Oui, ça peut se faire, mais le problème, c'est que je pense par rapport, on est quand même dans l'objectif du concours, s'il y a un exemple de ce type-là, je pense que c'est pas ce qu'on attend finalement. À chaque fois, quand il y a des questions de ce type-là de R3 dans R2, on revient pas à la définition. Même le plus souvent, en général, on vous donne une application directement par la matrice. Souvent, on vous dit, on donne l'application canoniquement associée à cette matrice. Et c'est à vous de calculer le x, y, z. Parce que
c'est pénible, en fait, comme démonstration, cette linéarité dans ce cas-là. C'est pour ça que je l'ai remplacé par la petite phrase, en disant: «Ouais, c'est bon, ça marche». Mais la linéarité avec la définition du cours, vous en ferez beaucoup plus l'année prochaine, en fait, sur des exemples moins évidents. Mais sur ces exemples très simples comme ça, c'est pas nécessaire. C'est bien d'avoir compris le principe de la linéarité, mais c'est pas nécessaire de refaire tous les calculs dans les exercices que je vais vous donner là la semaine prochaine. Voilà, mais c'était bien. Alors, une fois qu'on a donc on a fait le petit blabla et on a trouvé la matrice. Ça, c'était vraiment important. Maintenant, trouver les images des vecteurs de base, c'est facile. C'est facile parce qu'on sait qu'on les lit en colonne. Ce qu'on lit en colonne, c'est les coordonnées des images dans la base d'arrivée. Mais comme on travaille dans la base canonique et dans la base canonique, c'est-à-dire la base canonique de R3, ce sont mes E1, E2, E3, la base canonique de R2, je l'ai pas appelée, mais en fait, je vais lui donner un nom aussi. Alors, pour le faire plus joliment, donc une fois que je l'ai écrit en colonne, je les ai remis en ligne, mes images de vecteurs. L'image du vecteur E1, c'est donc le vecteur 3, 1, E2, 0, moins 2 et E3, 1, 0. Bien. Si vous avez déjà compris cet exemple-là, c'est bon, on tient le bon point. On va passer à l'exemple suivant, si ça va. C'est pas ce que je vais faire. Ah, les matrices. Alors, l'exemple 2, voilà, on nous propose la situation autrement, c'est-à-dire on part de la matrice, on veut les vecteurs images et on veut, donc pour la base canonique, et on veut f de x, y dans le cas général. Vous voyez les deux questions, juste les images des vecteurs de base et ensuite la généralisation. C'est-à-dire le fait que la matrice, juste avec ces 6 nombres ici, on définit entièrement l'application linéaire. C'était ça une application linéaire est entièrement définie par les images des vecteurs de base. Et on le prouve, et on le fait. Donc, ici, par rapport à la diapo bilan, c'est le contraire. On a la matrice A ici. On veut calculer les images d'un vecteur quelconque ou alors les images des vecteurs de base. Alors, f de E1, f de E2, c'est pas compliqué. On va les lire verticalement dans la matrice. Évidemment, normalement, ce sont des coordonnées, mais là, les coordonnées et les vecteurs, on identifie tout parce que c'est canoniquement associé. Donc, on peut écrire que le vecteur f de E1, c'est 1, 5, 2, et le vecteur f de E2, moins 1, 3, 2. Puisqu'on a totalement identifié le vecteur avec ses coordonnées. Ben ça, je crois que c'est bon. On a fait la première question. La deuxième question, comment on calcule f alors d'un vecteur xy, puisqu'on va de R2 dans R3, eh bien, on écrit la matrice A, on écrit en colonne les coordonnées du vecteur xy, c'est-à-dire xy, et on fait des petites multiplications. Donc ici, 2 colonnes pour la matrice A, parce que je suis dans R2, et donc j'ai 2 coordonnées x et y. Je fais des petits produits, c'est facile, si on se trompe pas, voilà. Et on le laisse pas sous cette forme-là, c'est pas très joli. On réécrit que f de x, y en ligne, l'expression analytique, c'est donc x moins y, 5x plus 3y et 2x plus 2y. Donc on a répondu à la deuxième question. Ça répond bien à l'histoire de dire j'ai la matrice, j'ai donc les images des vecteurs de base et à partir de là, je suis capable de calculer l'image de n'importe quel vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans le cours, dans cette partie-là, pour dire à partir des images des vecteurs de base, on est capable de calculer f de u, l'image de n'importe quel vecteur, et ça, c'est grâce à la matrice. Alors, cet exercice-là, c'est bon, il est fait, et on va maintenant passer au troisième exemple. Alors là, on nous donne les images des vecteurs, mais juste en fonction d'eux-mêmes, puisqu'on est de R3 dans R3. Ça veut dire que la matrice, la base au départ et la base arrivée, c'est la même base. Ici, je vais de R3 dans R3 et je
prends la matrice canoniquement associée, donc la base canonique au départ et à l'arrivée. Si je reprends ma petite fiche bilan, ça veut dire qu'on a une expression de ce type-là. On veut déterminer la matrice et on veut déterminer f de x, y, z. Donc, je vais repasser par la matrice ici. Et pour avoir f de x, y, z, je referai un produit et j'arriverai là. J'y vais pas directement, je vous ai mis les petites flèches là, c'est vraiment fastidieux. Et en fait, le principe le plus simple, c'est de revenir à la matrice. Eh bien, on y va, on écrit la matrice. Pour écrire la matrice, il faut écrire mes vecteurs en colonnes. Donc, cette fois-ci, je remplis ma matrice par les colonnes. Et on exprime f de E1 en fonction des vecteurs de base, qui sont toujours E1, E2, E3 ici, puisque j'ai pris la même base au départ et à l'arrivée. Alors, f de E1, c'était E2 moins E3. Donc, je vais mettre 0 E1, une fois E2 et moins une fois E3. Donc 0, E1, une fois E2, moins une fois E3. Et je remplis bien colonne par colonne. La colonne qui correspond à F de E2, c'est E1 moins E2, donc j'ai une fois E1, moins 1 fois E2 et 0 fois E3. Et la dernière colonne, F de E3, donc on a moins 1 fois E1, parce que j'avais E3 moins E1, donc je l'avais écrit dans l'autre sens. J'ai pas de E2, 0 E2 et une fois E2. Donc, on lit vraiment, quand on parle des images des vecteurs, ça se lit bien en colonne. Maintenant, comment je vais calculer f de x, y, z? Alors, j'avais pas de place. Parce que ah, si j'ai réussi à... J'ai repris la matrice, je l'ai recopiée. J'ai écrit en colonne le vecteur x, y, z, parce que comme je travaille dans la base canonique, le vecteur et ses coordonnées, c'est la même chose. Et après, je fais des produits matriciels. Alors ça, c'est facile, c'est reposant. J'ai x fois 0, y fois 1, z fois moins 1. Et ainsi de suite. Je fais mon produit et j'obtiens le vecteur en colonne, les coordonnées du vecteur image. Je l'écris plutôt en ligne pour avoir l'image d'un vecteur égale à un autre vecteur, et pas en termes de coordonnées, c'est un peu plus joli. Voilà, c'est finalisé. Et on recopie ce qui est au-dessus, tout simplement. Tout simplement, à chaque fois, parce que je travaille dans la base canonique. Donc, tant qu'on travaille dans la base canonique, je crois que c'est très simple. Alors, j'espère que par rapport au cours, déjà, ça va mieux. Je vais garder ma petite fiche bilan parce qu'elle peut servir. Donc ici, si je reprends tout ce qu'on avait vu, on avait vu des exemples, donc je pourrais reprendre les exemples du cours, vu ce qu'on vient de faire. Ou sur cet exemple-là, j'insistais sur le fait que si je prends une autre base que la base canonique, au départ et à l'arrivée, donc là on avait la base canonique, c'était les E qui étaient roses, une autre base, c'était des epsilon, et on voyait qu'il fallait bien travailler sur l'expression en fonction des epsilon. Quand je dis l'expression en fonction des epsilon, c'est bien la notion de coordonnées qui est là, qui nous permettait d'écrire les colonnes. On avait tout rempli colonne par colonne. Sauf à ce moment-là, où à partir de l'expression analytique, quand j'ai voulu écrire la matrice, en fait, là, je l'avais remplie ligne par ligne. Donc, ça dépend de ce qu'on a. Si on a une expression analytique et qu'on veut la matrice, on remplit ligne par ligne. Si on a une expression en fonction des vecteurs et qu'on veut la matrice, on la remplit colonne par colonne. Il faut bien faire la différence entre les deux méthodes. Alors, hier, on était dans les opérations et c'est là qu'il y avait une question sur une somme, mais c'est pas encore celle-ci. Alors, ajouter, c'était pas compliqué. Multiplier par une constante, c'était pas compliqué non plus. Et ensuite, on est passé à la composition et là, je pense que c'était beaucoup plus délicat. Je vais revenir sur l'exemple, parce qu'il y avait déjà des questions là-dessus. J'ai fait une diapo pour ça. Et peut-être qu'à partir de l'exemple, ça va aider pour la suite. Alors, la composition, c'est là. Il y avait une question, donc c'est de Léa sur la... J'espère que ça va aider et que ça aidera tout le monde. Donc, je reprends les deux applications de R2 3, de R3 dans R2. Déjà, c'est un peu spécial.
Et ensuite, on voulait composer. Quand je calcule f rond g de x, y, z, alors f rond g, je vous rappelle qu'on fait g en premier. Donc forcément, il faut que je prenne un élément dans R3 pour faire d'abord G. Donc je prends un X, Y, Z. Je calcule G en premier et ensuite F. Donc je vais calculer G de X, Y, Z. Je prends le résultat, je le recopie ici. Il s'écrit, on est dans R2. Première composante X plus Z, deuxième composante Y plus Z. Et maintenant, il faut calculer F de ce truc-là en utilisant le modèle qui est là. Alors, en fait, c'est que la première composante, ben, c'est un grand X. La deuxième composante, je vais l'appeler grand Y. Et il faut appliquer l'application F à ce grand X et ce grand Y que j'ai noté en bleu ici. Donc, quand j'applique l'application F, ben, il faut faire quoi? Grand X plus grand Y. Je le copie ici. Là, je mets grand X et là, grand X moins grand Y. Mais ça, il faut que je l'exprime en fonction des petits maintenant. C'est ça la notion de composition. Alors, j'ai mis des couleurs. Quand je calcule grand X plus grand Y, ça veut dire que j'ajoute les deux trucs bleus ici. Donc, je vais avoir X plus Z plus Y plus Z. Quand j'arrange un petit peu, j'ai X plus Y plus 2Z. Donc ça, c'est ma première composante. En deuxième composante, j'avais juste grand X. Il suffit de recopier le grand X, X plus Z. En troisième composante, j'ai grand X moins grand Y. Donc, je soustrais X plus Z moins Y moins Z. Finalement, j'obtiens le terme violet, X moins Y. Voilà pour la composition dans un sens. C'est-à-dire, je fais G en premier et F ensuite. Donc, quand on fait G, on va de R3 dans R2. Quand on fait F, on va de R2 dans R3. Finalement, on a une application de R3 dans R3. Maintenant, dans l'autre sens, si je fais d'abord F et ensuite G, je pars de R2. Je pars de R2, je prends un vecteur X, Y, Z, je lui applique d'abord F et ensuite G. Donc, quand je calcule F de XY, pardon, quand j'ai dit Y, Z, quand je calcule F de XY, je recopie ici, j'obtiens un vecteur qui a 3 composantes puisque j'arrive dans R3. Maintenant, ce vecteur de 3 composantes, il faut que je lui calcule son image par G. Alors, j'ai dit que ça, c'était un grand X, la première composante, un grand Y, Z, et je vais les remplacer ici pour calculer l'image par G. L'image par G, c'est un vecteur de R2 qui contient une composante. La première, comment je la calcule? C'est X plus Z, donc je recopie, et la deuxième, Y plus Z. Maintenant, ce X plus Z et ce Y plus Z, il faut que je les transforme en fonction des petites lettres. Alors, quand je fais X plus Z, ça veut dire ce X plus Y ici, plus X moins Y. Finalement, ça simplifie, il reste 2X. Et deuxième composante, j'avais Y plus Z, donc j'ai le petit X qui est là, plus X moins Y, il me reste 2X moins Y. Donc ça, c'est la composition. Léa, est-ce qu'elle est là? Oui. Léa, t'es ici. C'est bon, c'était ça ta question? Elle ne veut pas me répondre. Elle est partie, elle s'est connectée et en fait, elle est partie prendre son petit déjeuner. Ben voilà, bravo, pendant lui donner des explications. Alors, ah oui, tu m'entends, très bien. Et c'est bon, tu peux pas parler, bien. Et est-ce que ça t'a donné, ok, super. Bien. Alors, je passe à la suite. On en était là, donc, à cette question de composition. Donc, bien faire attention, F rond G, on va de R3 dans R3, G rond F de R2 dans R2, c'est pas la même chose. Alors, je vais continuer parce qu'après, en fait, ce qu'on a on a dit que quand on calculait et c'est la propriété qu'il faut retenir par cœur, la matrice de F rond G, je vais faire la matrice de F fois la matrice de G. Donc, c'est ce que je vous ai proposé, enfin, je l'ai fait ensuite, là. Je me suis dit, allons-y, on va compléter finalement cet exemple. J'ai calculé la matrice de F et la matrice de G. Alors, pour calculer la matrice de F, j'ai fait comment?
j'ai rempli ligne par ligne. Je reprends peut-être avec ça. Voilà. Ici, donc en ligne, je vois que je vais obtenir, je fais 2R2 dans R3. Donc, la première ligne, pour avoir X plus Y, que je fasse 1 en X, 1 en Y, pour ajouter. Ce qui me permet d'obtenir le 1, 1. Ensuite, la deuxième ligne, j'ai juste X. Donc, il faut que j'ai 1 et 0. Elle est où? Elle est là. 1, 0. Et ainsi de suite. La ligne suivante, pour avoir 1 et moins 1. Voilà. Donc là, ma matrice, je la remplis en ligne. Parce que je pars de l'expression analytique. Et en fait, je vois que pour avoir, ça c'est le X, le Y, le X, le Y, le X, le Y. Pour la matrice de G, je fais la même chose, mais comme G, elle allait de R3 dans R2, j'ai X, Y, Z à compléter à chaque fois. Donc, je l'avais ici pas loin aussi. Ça fait X plus Y, Y plus Z. X, qu'est-ce que j'ai fait? Non, X plus Z, Y plus Z. Donc, X plus Z, Y plus Z. Voilà comment je complète la matrice B pour avoir la matrice de G dans les bases canoniques, parce que c'est quand même le plus simple. Les autres bases, on fera d'autres exemples plus tard. C'est plus compliqué. Bien, j'ai mes deux matrices. Donc, si je veux calculer, si je fais le produit A fois B, qui est faisable, parce que là, j'ai deux colonnes et là, j'ai deux lignes. Donc, c'est un produit qui se calcule. Ça va me permettre d'obtenir une matrice ici avec 3 lignes comme A et 3 colonnes comme B. Donc une matrice 3, 3. Ça se fait facilement ce produit-là. Je vais avoir ici 1, il n'y a que des 1 et des 0, donc on calcule assez facilement. J'ai obtenu ça comme résultat. Ce que j'obtiens ici, c'est quoi? La matrice A fois B, d'après ce qu'on a dit dans le cours et même démontré, la matrice A fois B, c'est donc la matrice de F rongé. C'est dans le même ordre. La matrice de F fois la matrice de G, c'est la matrice de F rongé. F rongé, on a dit que c'était une application tout à l'heure de R3 dans R3. F rongé, elle va de R3 dans R3, donc c'est normal que j'ai une matrice 3, 3. Et si je veux retrouver le calcul de F rongé de X, Y, Z, je multiplie par la colonne X, Y, Z, je vais avoir X plus Y plus 2Z, et ainsi de suite. Et ça, c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure quand on a calculé F rongé de X, Y, Z. On le retrouve ici, F rongé de X, Y, Z, X plus Y plus 2Z, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire par le produit matriciel que par la composition. D'ailleurs, j'ai dû redonner une explication, parce que j'avais un peu galéré sur la composition quand on le faisait, je dirais, à la main. À la machine, ça veut dire avec les matrices. Avec les matrices, le produit matriciel, c'est facile. Je mets A, je mets B, si je pose bien mon calcul, il n'y a pas de problème. De la même façon, si je m'amuse à calculer B fois A. Alors, B fois A, c'est aussi un calcul qui se fait parce que B, elle a 3 colonnes et A, elle a 3 lignes. Donc, c'est compatible. Le résultat que je vais obtenir ici, ça va être un résultat 2 lignes et 2 colonnes. Le calcul se fait facilement. Enfin, je dis ça, mais j'ai dû rectifier parce que j'avais fait une erreur. Ici, on a bien 1 fois 0, 1 fois 1 fois 1, ça fait bien 2. La matrice qu'on obtient là, vu ce qu'on vient de faire, c'est la matrice de G rond F, parce que je fais la matrice de G multipliée par la matrice. Donc, vous voyez, l'ordre est très important dans le produit matriciel, et on retrouve que l'ordre est très important dans la composition des applications linéaires, puisque ça va être la même chose. Je vérifie, donc G rond F, je vous rappelle, G rond F, on avait dit que c'était de toute façon une application de R2, et si je veux vérifier que ça correspond bien au calcul qu'on a fait tout à l'heure, ben je remultiplie par une petite colonne XY. Donc, je pars de R2. J'arrive dans R2 ici. C'est pas très, très lisible, j'avais plus trop de place. Donc, on a 2x et 0y. Et là, 2x moins 1y. Et on retrouve effectivement le G rond F qu'on a calculé tout à l'heure, qu'on a repris, mais c'était un peu fastidieux. 2x et 2x moins y.
Donc, normalement, on est bon. 2x, 2x moins y. Donc, le calcul de la composition, on reviendra le plus souvent possible à du produit matriciel. Parce qu'en fait, dans le produit matriciel, l'avantage, c'est que je travaille qu'avec les nombres. J'ai enlevé les x, y, z qui alourdissent l'expression. On travaille vraiment sur la matrice, sur l'essentiel de l'application linéaire. Et le terme matrice dit bien, c'est la création. C'est ce qui permet de créer l'application linéaire. C'est ce qui permet de dire qu'en fait, une application linéaire, elle est déterminée par sa matrice. Et quand je dis qu'elle est déterminée par sa matrice, ça veut dire que les colonnes ici, ce sont les images des vecteurs de base. Donc, mon application linéaire, elle est entièrement déterminée par les images des vecteurs de base. C'est toujours cette même phrase qui va revenir. Bien. Donc, après ces petits exemples, donc ça, c'était pour compléter finalement ce que j'avais pas fait hier, mais j'aurais dû compléter cet exemple-là, c'est-à-dire le calcul à la main rond G et G rond F, et on voit que sur un exemple, on a bien la matrice de F rond G, c'est la matrice de F fois la matrice de G, et dans l'autre sens, ça marche aussi. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, les bases sont systématiquement les bases canoniques. C'est quand même le plus simple à calculer. Alors, il y avait une question sur la somme de la page 10. Alors, comme il y a des sommes tous, je pense que c'est le calcul global qui posait problème. La question, c'était... Voilà, c'était Elisa. Elisa, tu es là. Donc, comme ça, j'espère pouvoir bien répondre clairement à cette question. Je reprends. Et s'il y a un point spécial, tu cries et tu marques. Donc, l'idée sur la page 10, c'était justement de prouver que quand on prenait l'application F rond G, ben, la matrice qui correspondait, c'était le produit des deux matrices A et B. Donc, F rond G, pour trouver la matrice de F rond G, il faut écrire en colonne les images des vecteurs de base. Alors là, les vecteurs de base, le premier ensemble, c'était des alpha J. Donc, il faut essayer d'écrire en colonne les images de ces images de ces vecteurs alpha J. Et je les écris dans la base. J'arrivais tout à la fin et c'était epsilon 1 jusqu'à epsilon n, puisqu'à la fin, quand on a fait G puis F, on arrivait dans l'ensemble Kn. Donc, une décomposition, c'est-à-dire trouver des coordonnées. Quand j'écris la matrice, ça se lit sous la forme d'une somme. Je ne sais pas si c'était ça qui posait problème, mais quand on écrit la matrice d'une application linéaire, donc les images des vecteurs de base, en fonction de la base d'arrivée, quand je dis en fonction d'eux, c'est la décomposition, c'est la combinaison linéaire, c'est-à-dire ce sont les coordonnées. Les coordonnées, ça veut dire que mon vecteur ici, c'est C1J fois epsilon 1, plus, etc., CIJ epsilon I, plus, etc., CNJ epsilon N, qui s'écrit sous la forme d'un sigma, en fait. C'est la somme de tous les CIJ epsilon I. Donc ça veut dire une décomposition dans la base des epsilon, les CIJ représentant les coordonnées. Les coefficients qui permettent de décomposer, ce sont les coordonnées. Et là, après, j'ai repris donc tous les calculs précédents. Pour calculer ça, donc je décompose, c'est f de g de alpha j. Les g de alpha j, comment on les avait calculés? Sur la diapo d'avant, les g de alpha j, eux-mêmes, ils se rangeaient dans une matrice, c'était la matrice B, puisque c'était pour G. Et donc, je les décompose, j'écris leurs coordonnées, qui sont les B à J, en fonction des vecteurs de la base rose, là, des EK. Donc, je décompose F de alpha J en fonction des EK, parce qu'on est dans l'ensemble du milieu, là, les roses. Donc, j'ai repris la diapo précédente pour écrire que G de alpha J se décompose en fonction des EK. Ensuite, l'image, donc F d'une somme, je écris que c'est la somme
des images parce que l'application est linéaire et je peux même sortir les constantes du calcul, hein, puisqu'on peut mettre, en fait, c'est l'expression f de alpha u plus bêta v égale alpha f de u plus bêta f de v. C'est vraiment la définition d'une application linéaire. Donc, j'ai écrit la somme, maintenant j'ai pu la sortir en fait du f. Maintenant, f de ek, j'avais remis des petites couleurs parce que le f de ek, on l'obtenait grâce à la matrice A et les images des vecteurs ek, grâce à la matrice A, ils sont là. Les images des vecteurs ek, ils s'écrivent avec les coefficients AIK puisque c'est la matrice A, c'est bateau, mais ça marche bien, et en fonction des epsilon, puisqu'on est ici, on va de Kp dans Kn, et c'est les epsilon qui forment une base de Kn. Donc on est dans le bleu. Bien, donc f de ek, on est là, et les epsilon, en fait, on est dans le bleu. Cette somme-là, après, c'est juste des manipulations de calcul. Les BKJ, je à l'intérieur de la somme, ça signifie développer, en fait. Ce qui me fait une double somme ici des AIK BKJ. Il y a une somme sur K, une somme sur I. Ici, les AIK, qu'est-ce que j'ai fait comme une bêtise? AIK BKJ. Non, c'est bon. Les AIK BKJ, donc ça dépend. Ici, ça dépend à la fois de I et de K. Le BKJ ne dépend que de K. Il ne dépendait pas de I, mais je l'ai quand même mis à l'intérieur. Et le epsilon I qui dépend de I. Ici, cette expression-là, quand je fais la somme sur K puis la somme sur I de tout ce pâté-là, qui dépend de I et de K globalement, je peux écrire dans l'autre sens, faire d'abord la somme sur K puis la somme sur I, donc échanger et faire les I à l'extérieur. Arriver ici, dans l'expression où je regarde la somme par rapport à K. Et dans cette expression-là, AIK, ça dépend de K, BKJ, ça dépend de K, mais le epsilon I ne dépend pas de K. Donc, je peux le sortir de cette somme. Pour le sortir de la somme, en fait, j'ai mis des parenthèses autour des nombres, puisque le epsilon lui représente un vecteur. Et je l'ai sorti de la parenthèse, donc je l'ai mis en facteur. Et là, ça y est, c'est la grande victoire parce qu'on a réussi à écrire f rongé des alpha j, à les décomposer en fonction des epsilon. Si j'arrive à écrire une décomposition en fonction des epsilon, ça veut dire que le gros pâté qui est là, c'était ce que je cherchais là, avec le petit point d'interrogation. C'était ce que je cherchais là, et ça, c'est une somme. Hein. Ça signifie que j'ai trouvé les coordonnées du vecteur f rongé de alpha j en fonction des epsilon i. C'est la notion de coordonnées vraiment qui apparaît là. Donc, j'identifie parce qu'on sait que les coordonnées, c'est unique de toute façon. Donc, ce que cherchaient les CIJ, ben, j'ai trouvé, c'est cette somme-là. Alors, je me dis, oh là là, c'est compliqué. Ça veut dire que dans la matrice de f rongé, tous les coefficients qui sont là-dedans, ce sont des grosses sommes pourries comme ça. Mais en fait, ces grosses sommes pourries, on les reconnaît. C'est la somme qu'on obtient quand on fait le produit matriciel A fois B. En fait, on vient ici de découvrir enfin pourquoi ce produit matriciel, il était si compliqué. Parce qu'en fait, il fallait que le produit matriciel, il se colle à la composition des applications. Et pour qu'il se colle à la composition des applications, ben, on voit bien que le résultat est un peu compliqué. La composition, on l'a vu sur les deux exemples tout à l'heure, que j'ai repris parce qu'en fait, c'était pas si simple quand vous l'avez fait chez vous. La composition, c'est compliqué. Et en fait, c'est pour ça que le produit matriciel, c'est compliqué. C'est compliqué, mais une fois qu'on a les règles de calcul, ça va. Une fois qu'on s'est bien posé, vous en sortez très très bien du produit matriciel. Mais quand on l'écrit réellement sous la forme d'une somme, c'est compliqué. Et ça, le CIJ, c'est là que j'ai reconnu le produit matriciel et on était super. Bien, j'espère que ça va mieux. Elisa, j'espère que ça répondait à ta question d'hier. Oui, merci. Et puis, mais merci pour les autres, hein, parce que si tu as posé la question, il y avait sûrement d'autres personnes à qui tu as posé problème. Alors, ceci étant dit, ben, on va pouvoir
reprendre le fil du cours. C'est vrai que là, on a repris pas mal, mais c'est bien de revenir dessus. Mon objectif, c'était que ce soit OK pour tout le monde. Et c'est pas facile de l'expliquer quand on n'est pas au tableau, quand je ne vois pas votre regard affolé. J'avance et puis, voilà, je vois pas que vous froncez les sourcils, en fait. Bien après, les autres propriétés de la composition des applications linéaires, on a dit hier, en fait, il suffit de décalquer les propriétés du produit matriciel. Donc tout se passe bien. Et bien avoir en tête, une composition d'applications linéaires, c'est pas compliqué, c'est juste que j'ai fait un produit de matrice. Alors justement, on va regarder maintenant en cas particulier, le cas particulier des endomorphismes. Je vous rappelle que endomorphisme, le mot compliqué pour dire que au départ et à l'arrivée, je travaille sur le même ensemble. Donc là, c'est E, c'est K. Alors, l'avantage, c'est que quand on prend deux endomorphismes qu'on ajoute, ça reste un endomorphisme. Parce que on part du même ensemble, on arrive dans le même ensemble. Si je multiplie par une constante aussi, mais surtout, l'avantage, c'est quand je compose, comme on va de E dans E et de E dans E, on va toujours de E dans E, on reste dans E. C'est vraiment endo, quoi, hein. Donc la composition va permettre de rester dans le même ensemble. Alors que quand on travaille la composition sur des ensembles différents, on a vu tout à l'heure qu'on allait de R3 dans R3 ou de R2 dans R2, c'était pas du tout endo. Mais pourtant, même pour les endomorphismes, je peux calculer f rond g, je peux calculer g rond f. On reste de E dans E, mais c'est pas forcément égal pour autant. Donc, un petit exemple. Deux applications de R2, elles sont franchement linéaires, hein, on connaît la forme générale, toujours la même histoire. Et on va travailler dans la base canonique. Donc, tout est simple. Si je veux calculer la matrice de l'application f, ben je remplis cette matrice ligne par ligne. Pour avoir le premier terme, là, le x, je fais x fois 0, x fois 1, pardon, et le y fois 0. Donc, si vous voulez, en fait, il faut remettre la petite colonne, mais là, elles sont assez simples. C'est vrai que je les fais directement. Pour avoir le deuxième terme 0, donc qui doit apparaître en bas, c'est 0 fois x, 0 fois y. Donc voilà comment je construis ma matrice. Je la construis ligne par ligne. La matrice B de l'application G, je la construis ligne par ligne aussi. La première ligne, je l'obtiens en regardant la première composante. Comme c'est un 0, 0x, 0y. La deuxième ligne, je l'obtiens en regardant la deuxième composante. J'ai une fois x et j'ai 0 fois y. Voilà comment je l'écris. Donc j'ai bien rempli mes matrices ici, ligne par ligne. Après, bon ben si vous avez un petit brouillon, là ça prend beaucoup de place finalement le matriciel. Si vous calculez le produit A fois B, vous posez le calcul, vous voulez, je peux refaire au tableau, mais on n'obtient que des zéros partout. Si je pose le produit B fois A, j'obtiens un 1 qui traîne en bas ici. J'espère que ça va. Et ensuite, quand je fais le calcul de l'application, donc f rond g que j'ai obtenu en faisant A fois B, j'ai que des zéros, donc 0, 0. Et quand je fais le produit g rond f, c'est-à-dire B fois A, j'obtiens 0x. Peut-être le refaire au tableau quand même, parce que j'ai peur de... Je ne voudrais pas vous perdre là-dessus, ce serait dommage. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ça va être l'occasion de vous faire un petit coucou. Coucou à tous. Donc, je reprends le calcul de ça. On avait l'application F, c'était x0. Donc, pour calculer la matrice 1, je sais qu'en multipliant par x et y, je dois obtenir x et 0. J'espère que vous voyez bien, ça n'arrive pas trop. Alors, pour obtenir ce x, je fasse une fois x, et comme il n'y a rien à y, j'ai le 0 ici. Pour obtenir le 0, je fais 0 fois x, 0 fois y, qui montre bien que j'obtiens la matrice en ligne. Et pour la matrice B, pour trouver la matrice B,
je sais qu'en multipliant par x, y, je veux obtenir, on m'a dit, 0 en première composante et x en deuxième. C'est pas la même chose. Donc ici, pour obtenir ce 0, 0x, 0y, pour obtenir ce x, 1 fois x et 0 fois y. Donc j'ai A, j'ai B. Après, on nous a dit de faire le produit A fois B. Je le refais vite fait quand même. Je vais attraper la tête. A, je mets ici. Je mets la tête parce que j'ai fait à l'envers. Ça, c'est A. Ça, c'est B. 1, 0. Quand je fais le produit des deux, ici, pour obtenir celui-ci, il faut que je fasse 0, 1, 0, 1, 0. J'espère que je ne fais pas de bêtises. C'est parce que j'ai fait à l'envers, tout simplement. Pour obtenir le terme, je fais 7 ensemble. Donc 0, 0, 1 fois 0, j'ai 0. Celui-ci, j'ai fait 0, 1 et 0, 0, donc j'ai 0. Et celui-là, cette colonne fois cette ligne, j'obtiens. Donc le A fois B, c'est bien 0, 0. Ça, c'est le produit A fois B. Donc, quand je regarde pour avoir F rongé, ce truc-là, je le multiplie par x, y, donc forcément, je récupère 0, 0. Ça, c'est ce qui me permet de dire que F rongé, c'est 0, 0 à l'arrivée. Maintenant, si je fais le calcul dans l'autre sens, c'est-à-dire si je fais le calcul B fois A, donc là, je mets la matrice B. La matrice B, c'est-à-dire 0, 0, 1, 0. Et ici, je mets la matrice A, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0. J'ai pas mis des trucs dans le bon sens, si c'est le bon. Ouais, ça ressemble. Donc, quand je fais mon produit matriciel, alors il y a pas mal de zéros qui apparaissent. Si j'ai rien, là, 0 fois 0. Ici, c'est là qu'il se passe quelque chose. Est-ce que le 1 fois 1 qui reste? Donc ça, c'est la matrice B fois A qui est égale à la matrice de G1. Si je multiplie par la colonne X, Y, je vais donc récupérer l'image de XY par G1. Donc ça me fait 0 et puis X. Donc ça, c'est ce qui me permet de récupérer l'application G pour F. Donc ça, c'était pour vous redétailler tout ça. Ce qu'on obtient, ben, on voit bien que G rond F se calcule, F rond G se calcule, mais on n'obtient pas le même résultat. Donc tout ça pour dire que la composition des applications linéaires n'est pas commutative. Voilà ce que ça signifie. On remarque par la même occasion qu'on peut avoir quelque chose qui fait 0, F rond G qui fait 0, là ici, sans que aucune des deux applications soit nulle. Parce que c'est vrai, quand on dit pour les nombres, par exemple, on sait qu'un produit est nul si et seulement si le vecteur est nul. Ça marche pour les nombres, ça marche pas du tout pour les matrices, on l'avait expliqué. Et donc, si ça marche pas pour les matrices, ça marche pas pour les applications. Alors, on va continuer avec cette analogie qu'on a entre la composition des applications et le produit des matrices. On va définir la puissance d'un endomorphisme. Puissance comme si c'était une multiplication n fois. Si je compose n fois, j'appelle ça f puissance n. Donc, c'est la puissance au sens de la composition, pas au sens du produit, parce que le produit n'existe pas. Alors, n fois, si je veux définir la puissance 0, eh bien, en fait, je vais reprendre l'identité. Pourquoi? C'est comme pour que ça corresponde aussi aux matrices. Donc, par convention, si vous avez A puissance 0 pour une matrice, vous avez la matrice identité.
Donc comme ça va me permettre d'avoir une analogie entre les puissances d'application et les puissances de matrice. D'ailleurs, c'est la première propriété. Comme la matrice du produit, c'est la matrice de la composée, pardon, c'est le produit des matrices, eh bien, la matrice de la puissance n-ième, f puissance n, c'est f moins f moins f n fois, c'est la matrice de f fois la matrice de f fois la matrice de f, n fois. Donc, on a ici une analogie parfaite entre les puissances d'endomorphisme et les puissances des matrices qui correspondent. Et donc ça, c'est pour n plus que 1. Et pour n égale 0, ça correspond bien puisque f puissance 0, par convention, je vous dis que c'est l'identité, et a puissance 0, on avait dit, quand on avait étudié les matrices, que a puissance 0, c'était la matrice identité. Donc, ça se recolle bien aussi pour la puissance 0. Autre propriété, si vous prenez f puissance n, f en f n fois, et vous composez avec f en f k fois, en tout, si vous allez composer n plus k fois. C'est la même chose. Ah ben oui, c'est vraiment beaucoup la même chose. Je voulais écrire dans l'autre sens ici, il y a une petite copie en fait. Je veux dire que c'est pareil que fk rond fn. Et comme j'ai fait un copier-coller, c'est beaucoup trop la même chose. Donc là, vous pouvez rectifier, vous mettre un petit k ici, un petit n, il faut échanger pour dire que finalement que je compose dans un sens où f puissance n et f puissance k, ça revient au même. Alors, autre propriété, si je multiplie l'application f par lambda, si je compose n fois, le lambda, je vais avoir lambda f composé avec lambda f composé avec lambda f. On a vu que dans ce cas-là, dans les propriétés de la composition qu'on a vu ici, le lambda, on pouvait le sortir du calcul. Donc, si je le sors du calcul, mais je le sors n fois, si je le sors de la composition n fois, il apparaît lambda à la puissance. Donc, ça permet de simplifier les calculs. La propriété 4, c'est un petit télescopage. En fait, c'est une propriété de type suite géométrique, enfin somme géométrique. Et si vous développez ça, ben, en télescopant, il vous reste l'identité moins f puissance n plus 1. Donc ça, c'est assez simple. Il suffit de développer et de télescoper. Je vous laisse le faire tout seul. Normalement, ça pose pas de problème. On peut développer. L'idée du développement, elle est écrite ici. On peut développer comme on veut, d'un côté ou de l'autre. C'est à cause de ce qui était écrit là. Et à chaque fois qu'on développe avec l'identité, on obtient f. Donc en fait, cette propriété 4, c'est simplement une application, c'est mettre en application les propriétés qu'on a notées l'autre jour. En fait. Alors, la dernière propriété, on retrouve notre ami la formule du binôme, c'est que pour calculer f plus g à la puissance n, alors on l'avait vu, cette formule, on la connaissait pour les matrices. Quand on a a plus b à la puissance n, on a a puissance k multiplié par b puissance n moins. Mais comme les matrices correspondent, le produit de matrice correspond à une composition d'applications linéaires, ça veut dire que quand je vais calculer par analogie f plus g puissance n, je vais pouvoir développer avec les applications linéaires, mais c'est pas des produits que je vais trouver dans le cube, puisque la puissance n qui est ici, c'est pas un produit, c'est une composée. C'est f plus g composé avec f plus g composé avec f plus g. Donc forcément, quand je développe pas au sens du produit, mais je développe au sens de la composition. Il faut vraiment faire l'analogie entre, ce qui est important, c'est l'analogie entre les applications et les matrices. Donc, ce qui correspond à la composition des applications, c'est le produit matriciel. Donc, dans un sens ou dans l'autre, à condition, évidemment, comme on l'avait pour les matrices, on peut appliquer la formule du binôme pour les matrices si les matrices commutent au sens de la multiplication. Donc, pour appliquer la formule du binôme avec les applications, les endomorphismes, il faut que les endomorphismes commutent au sens de la composition. Bah, pas comme ceux qu'on avait comme en exemple tout à l'heure, pas comme ceux-là. Ceux-là, on peut pas leur appliquer la formule du binôme parce qu'ils commutent pas. Mais il y en a qui commutent. En particulier, si vous voulez
utiliser la formule du binôme avec l'identité, l'identité, elle commute avec tout le monde. Au sens de la composition, c'est écrit là. Donc, vous voyez, tout s'imbrique, c'est-à-dire ces petites propriétés qui sont assez simples, en fait, ça permet de faire des calculs qui sont ensuite un peu plus sophistiqués ici. Bien, on verra en exercice, je donnerai des exercices qui mettent ça en application. Ça fera un petit travail de week-end, ça, je pense. Bien, je vous avais pas envoyé la suite du cours, mais on va la parcourir. J'espère que ça ne vous embête pas trop. Sinon, je peux la mettre tout de suite sur Discord, mais on va la parcourir ensemble et puis je vous l'enverrai dans la foulée. Je voulais pas que vous soyez noyés sous trop d'informations non plus. Alors, la suite du cours, je la trouve où dans mes affaires? Et on vais ici, partie 2. Alors, la suite du cours, là, normalement, c'est bon, je vous ai sorti la tête de toutes ces nouvelles notions, les bases, les matrices, tout ça. Et maintenant, à nouveau, je vous enlève un petit footer et on va un petit peu barboter. Noyau, image et rang. Je ne veux pas vous faire trop peur, mais c'est vrai qu'il faut être bien concentré. C'est des notions un petit peu délicates. Au début, ça n'a pas l'air. Alors, noyau, qu'est-ce qu'on appelle le noyau? C'est le noyau d'une application linéaire. Toujours pareil, hein, c'est KP, KN, c'est notre EF, pour faire simple et aussi pour pouvoir généraliser. Alors, qu'est-ce qu'on appelle noyau de l'application F? C'est un ensemble. On prend dans l'ensemble de départ tous les vecteurs qui sont envoyés sur 0. Voilà ce que ça signifie. Donc, on va chercher tous les antécédents de 0. Alors, suivant les applications linéaires qu'on va choisir, ça va être un ensemble plus ou moins gros. Parfois, il y a très peu de vecteurs qui ont comme image 0 et parfois, il y en a énormément. Donc, on va étudier ça et ça va être quelque chose d'important, d'où la notion de noyau. Noyau dur. Hein. Alors, une première propriété, c'est que ce noyau, on écrit ker F, ça vient de l'allemand pour une fois qu'il y a des trucs qui viennent de l'allemand. Les germanistes, comment on dit noyau en allemand? Kern. K-E-R-N. C'est ça. Donc, c'est comme ça. D'où le ker de notre... c'était pas ça. Je voulais... C'était ça. Bien. Et donc, ce noyau, qu'on appelle donc ker F, c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, déjà, c'est un sous-ensemble de E. Puisqu'on a dit qu'on va prendre dans E tous les vecteurs, donc dans l'ensemble de départ, qui sont envoyés sur 0. Et on fait un petit paquet de tout ça. Et c'est mieux qu'un sous-ensemble, c'est un sous-espace vectoriel. Ça veut dire en particulier, si je suis dans R2, dans R3, on tombe sur des objets qu'on connaît, des droites, des plans, des choses comme ça. Ça se démontre que c'est un sous-espace vectoriel. Je reprends la définition de sous-espace vectoriel. Donc la définition, allez, j'y retourne. Là, c'est le cours espace vectoriel. Définition d'un sous-espace vectoriel, c'est un peu moins. C'était avant les familles. Je remonte. C'était là, vraiment la définition. Avant qu'on écrive les vectes, hein. C'est ici. Ça veut dire que 0 est dedans et que c'est stable par combinaison linéaire. Donc, il faut que je montre ça pour mon noyau. Alors, déjà, dire que 0 est dedans. Pourquoi 0 est dedans? Parce qu'on a vu au début du cours que quand on prend une application linéaire, l'image de 0, c'est forcément 0. À cause de la linéarité, justement, à cause du f de alpha u plus bêta v. Donc, ça, c'était une petite propriété des applications linéaires. Ça veut dire que 0, le 0 de l'ensemble E, celui-ci, est toujours envoyé sur le 0 de l'ensemble d'arrivée. Donc, dans mon noyau, même s'il n'y a pas grand-chose, il y a forcément le vecteur nul dedans. Le vecteur nul est toujours dans le noyau.
Deuxième chose, pour montrer qu'on a un espace vectoriel, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc, je prends deux éléments du noyau UV, deux vecteurs, et puis, je peux en prendre au moins un, parce qu'il y a toujours 0 dedans. Et puis, je prends deux nombres, alpha et bêta, quelconques. Comme U et V sont dans le noyau, ça veut dire que f de U, ça fait 0, et que f de V, c'est la définition. Maintenant, je veux vérifier que alpha U plus bêta V reste dans le noyau. Donc, je vais calculer son image. Je calcule f de alpha U plus bêta V. Et comme f est linéaire, ça se développe. Ça fait alpha f de U, bêta f de V. Donc, ça me fait 0 plus 0 égale 0. Ça veut dire que ce vecteur-là, il est aussi dans le noyau. Ça veut dire que le noyau, il est stable par combinaison linéaire. Je prends deux éléments dans le noyau, je peux les multiplier par ce que je veux et les ajouter entre eux, ça reste dans le noyau. Donc, c'est vraiment la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc, on a démontré que le noyau est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Alors, caractérisation des éléments du noyau. Ça veut dire, quand je cherche un élément du noyau, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher un vecteur qui vérifie f de u égale 0. On va faire deux exemples ici. 2R2 dans R3, 2R3 dans R2. Je vous enverrai les diapos. Je vous envoie tout ça à la suite ici. Donc, non pas dans l'espace vectoriel. Des bêtises. Ici. Noyau, ça s'appelle noyau 1. Voilà. Ah, mais je les ai pas mis à l'endroit. Ça, c'est, je vais aller me coucher trop tôt, moi. J'avais dû oublier de faire ça. Bien. Donc, vous allez devoir, je vais vous faire l'enregistrement au fur et à mesure dans cette technique. Vous voyez comment c'est quand vous m'envoyez des photos. Vous voyez que c'est agréable. Après, j'attrape des torticolis. Voilà. Bien. Donc, exemple 1. On a une application de R2 dans R3 qui est définie sous forme analytique. OK. On cherche son noyau. Ça veut dire, on part toujours de la même façon. Je prends un vecteur, alors dans l'ensemble de départ, parce que le noyau, je cherche toujours dans l'ensemble de départ. Donc, un vecteur de l'ensemble de départ, il s'appelle XY. Et je dis que XY est dans le noyau, si et seulement si, son image, c'est 0. Mais alors attention, le 0 de l'ensemble d'arrivée. Puisque c'est l'image qui doit faire 0. Donc, de l'ensemble d'arrivée, j'ai donc 0, 0, 0, j'ai 3 0. Et f de xy, c'est ça doit faire 0, 0, 0. C'est en fait. J'écris l'égalité composante par composante. Ça fait 0, ça aussi, et ça aussi. Donc, j'ai un petit système. Là, il se résout très facilement, ce petit système. Hein. J'obtiens ici y égale 0, donc si, quand je regarde, c'est la fête, j'obtiens x égale 0, y égale 0. Donc, en fait, dans le noyau, il y a quoi? Ben, il n'y a que le vecteur nul. Le fameux vecteur nul de R. Donc, ça, c'est le plus petit noyau possible. Il n'y a que le vecteur nul dedans. On constate une chose, ce système-là, en fait, on l'obtient en prenant la matrice de l'application. Donc, la matrice de l'application dans la base canonique, 3 moins 2, je la remplis en ligne, 3 moins 2, 1, 1 pour le x plus y, et 0, 3 ici. J'espère que ça, c'est bon. Vraiment, c'est vraiment un truc important. C'est à partir d'une application, je vais écrire la matrice. Donc, je réussis à l'écrire ici parce que c'est analytique. Je l'écris en ligne. Et ensuite, ce système-là, en fait, c'est simplement AX égale 0. En prenant X, bah, c'est XY. Madame, De bugger là. ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Ah, ok. On vous entend plus, la diapo marche plus, il n'y a plus rien. Il est revenu. Non, on vous entend. Ok, bon, bah, écoutez, on y retourne alors. J'étais là. Je disais donc que pour chercher le noyau, je le cherche où? Je le cherche dans l'ensemble de départ. Donc, quand je cherche un élément du noyau, il s'appelle x, y, z. X, y, z est dans le noyau, ça veut dire que son image, c'est 0, 0. 0, 0, parce que l'image, c'est le 0 de l'ensemble d'arrivée, donc dans R2. Ça, je vais pouvoir l'écrire. Donc, première composante égale 0, deuxième composante égale 0, ça me fait un système. Ah, des systèmes, on en aura fait. Hein. Donc, égale 0 pour la première et la deuxième composante. Ici, je résous mon système classique, je échelonne, je garde la première ligne, la deuxième, je fais L2 moins L1. Si je me suis pas trompée dans mes calculs, j'ai moins Y, moins 4Z. Bien, arrivé là, je dis, je fais quoi? Ben, comme d'habitude, j'ai 3 équations, j'ai que 2 inconnues, ça me fait une inconnue auxiliaire. Je vais prendre Z. Donc, ça fait Y égale moins 4Z. Quand je veux calculer X, je passe tout de l'autre côté, j'ai moins 2Y moins Z. Mais le Y, c'est moins 4Z. Donc, ça me fait moins 2 fois moins 4, 8. 8Z moins Z, j'ai bien 7Z. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Normalement, il y a des gens qui surveillent mes calculs. Il y a Océane, il y a Blandine, Anne-Sophie, c'est eux qui repèrent mes erreurs, ça. Alors, donc le noyau, c'est quoi? Eh ben, c'est tous les vecteurs x, y, z, puisque c'est ce qu'on cherchait, qui vérifient ce système. Donc, le noyau, c'est les solutions du système qui s'écrivent 7z moins 4z, z. Mais quand j'écris un ensemble sous cette forme-là, je vous rappelle, donc là, on s'appuie sur le cours espace vectoriel, que ça, c'est un vecteur. C'est vecteur de U, où le vecteur U, c'est 7 moins 4, 1. De toute façon, on a dit tout à l'heure que le noyau, c'était un sous-espace vectoriel. Donc, si c'est un sous-espace vectoriel ici de R3, bah, je peux l'écrire sous un vecteur, sous la forme d'un vecteur. Donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est vecteur U. U, c'est 7 moins 4. Donc, je peux même préciser, comme ce vecteur U est non nul, U, c'est une famille génératrice du Kerr, et c'est aussi une famille libre, donc c'est une base du noyau. Donc, on trouve facilement une base du noyau quand on n'a pas 0. Tout à l'heure, c'était 0, il n'y avait pas de base. Je reviens à mon histoire de système. Hein. Le système qu'on a obtenu ici, il s'écrit AX égale 0. A, c'est la matrice de l'application linéaire. On la retrouve ici, puisque si vous prenez pour l'application linéaire, vous écrivez en ligne la matrice, on a bien 1, 2, 1, 1, 1, moins 3. J'ai mon application, la matrice de l'application linéaire ici. Donc, la matrice de l'application linéaire, ça donne la matrice du système, finalement, pour trouver le noyau. Alors, je vais retourner à la partie du cours. Ça. La remarque qu'on peut faire à ce sujet, c'est donc que pour déterminer les vecteurs du noyau, on résout le système AX égale 0, où A, en fait, c'est la matrice de F. C'est ce qu'on a remarqué sur les exemples. Parce que, tout simplement, quand j'écris AX égale 0, j'écris F de U égale 0. Voilà, donc, tout est lié. On retombe sur la matrice de l'application multipliée par la matrice du vecteur. Et au bout, on a 0, 0, 0. Donc, A, c'est la matrice de F. X, c'est les coordonnées du vecteur. Donc, une matrice N ligne et P colonne, la matrice de F, puisqu'on va de KP dans KN. Je vous rappelle, ça inverse. Pourquoi? Parce qu'on a P colonne, parce que quand je vais de KP dans KN, j'ai P vecteur de base. Le vecteur X, c'est coordonné, comme lui, il est dans, enfin, le vecteur colonne X, comme on est dans l'ensemble de départ qui est KP, il a P coordonnées. Donc, ces coordonnées, c'est une matrice avec
P ligne et une seule colonne.